génétique qu'on utilise, attendez, excusez-moi, je mets un truc en route. Voilà. Donc les techniques de génétique qu'on utilise aujourd'hui, en fait, on peut les appliquer à un certain nombre de sujets, tout comme la médecine, hein, puisqu'aujourd'hui, en fait, la recherche, ce qu'on vous appelle les tests PCR rapides ou les tests PCR flash qu'on fait pour le Covid aujourd'hui, les tests notamment salivaires, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On ne va pas forcément chercher le virus, on va chercher l'ADN. Hein, et donc aujourd'hui, on a des techniques qui sont très bien éprouvées pour aller chercher de l'ADN de virus, de l'ADN d'un tueur sur une scène de crime, mais aussi de l'ADN de bactéries, de l'ADN de mammifères, de l'ADN d'êtres vivants dans l'environnement. Alors pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de se baser sur des techniques qui sont des techniques qui sont basées sur la recherche d'ADN? Parce qu'en fait, très souvent, les êtres vivants dans l'environnement, dans un écosystème, laissent des traces d'ADN et on a bien souvent pas besoin d'aller capturer l'animal en lui-même, mais on va simplement pouvoir le suivre dans l'environnement par les traces qu'il laisse. Hein. Et donc l'intérêt, c'est que, en fonction des espèces, cet ADN ou cet ARN, hein, puisque vous entendez parler en ce moment des vaccins, hein, des vaccins ADN, des vaccins ARN, des vaccins à vecteurs. En tout cas, la particularité, c'est que c'est parfois dans certains environnements, cet ADN, malgré le fait qu'il ait quitté l'animal, puisqu'on a tous, on a tous de l'ADN de nous dans chacune de nos cellules, quand on laisse une cellule dans l'environnement, on n'est plus, nous, attachés à cette cellule ne nous est plus attachée à nous, mais pour autant, cette cellule contient encore la signature de qui on est. Donc l'intérêt d'utiliser l'ADN, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des traces environnementales qui vont nous permettre de caractériser l'individu qui est passé sans avoir besoin d'aller piéger ou de capturer ou de faire une biopsie, hein, de prélever une partie de cet animal, qui serait passé sur le terrain. Hein. Et donc aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir des outils ADN, hein, des outils génétiques très très puissants. Quand on parle de microbiote, quand on parle d'études de votre intestin ou de votre organisme, eh bien, très souvent, on fait appel à des méthodes qui se basent sur la génétique, sur le génome. C'est quoi le génome? C'est l'enchaînement des gènes qui constituent l'organisme que nous sommes. Et en fait, chaque organisme et chaque individu est unique. Pourquoi? Parce qu'on a dans notre ADN une signature qui est unique, qui nous rend unique, hein, une signature qui nous est propre, comme une signature écrite, mais une signature génétique. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il n'y a pas de raison que le milieu du pest control ou le milieu de ce qu'on appelle le pest management soit en reste par rapport au développement technologique qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes vos analyses médicales, il y a 80%, 90% des analyses médicales quand vous allez faire une prise de sang qui sont basées sur des technologies qui exploitent l'ADN. Donc finalement, l'ADN, c'est pourquoi l'ADN, c'est pour... et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir identifier, de pouvoir suivre des phénomènes qui sont invisibles, hein, ou des phénomènes qui se sont passés dans le temps en ayant laissé des traces dans l'environnement. Et donc, on voit tout de suite bien pourquoi la génétique, demain, aujourd'hui, mais encore plus demain, peut nous aider à identifier des insectes, des rongeurs sur le terrain avec une certitude. Parce que vous voyez bien que la difficulté de notre métier, quand on parle du métier des 3D, des ratisations, des insectisations, des infections, déjà, sur le plan biologique, on fait appel à des individus qui sont complètement différents sur le plan de l'organisation biologique de ces individus, des milieux dans lesquels ils vivent, et donc avec une marge de certitude quand on identifie des rongeurs. Alors, quand on a identifié des rongeurs qui sont présents sur le site, des insectes, ou alors c'est déjà parfois un peu compliqué quand ils sont là. Des bactéries et des virus, je ne vous en parle pas, c'est invisible. Donc, de toute façon, à part par des approches colorimétriques, c'est-à-dire quand la bactérie, si elle est présente, va colorer un colorant. Mais alors, effectivement, ça devient encore plus difficile d'identifier une espèce, un insecte, un rongeur, une bactérie, un virus, si les individus ne sont pas là et qu'ils ont simplement laissé des indices de présence, des traces, parce que ces traces sont parfois très discrètes et ne permettent pas l'identification à coup sûr.
Alors moi, je suis assez ravi de vous parler ce soir. Alors, c'est quelque part pas un lancement de cet outil-là, mais c'est un outil qu'on avait développé déjà depuis plusieurs années avec la société Bayer. C'est un service qui a vivoté jusque-là, mais c'est un service qu'on veut continuer. En tout cas, c'est un outil qu'on veut continuer à mettre à votre disposition de manière propre, de manière complètement indépendante de toute société, puisque ça, c'est vraiment un outil qu'on a mis au point, un outil de diagnostic génétique des rongeurs. Voilà. Donc j'ai la chance ce soir, alors vous la verrez pas, si dans la vidéo que je vous présenterai, pour vous présenter l'outil, puisqu'elle l'a faite, c'est Lucie Rametti, qui est notre chargée de projet innovation chez EasyPest, Easy Innovation. Hein, et donc, Lucille pourra être aussi en ligne dans le chat, hein, et poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. Lucille sera là pour vous répondre. Et donc, on est en train de redévelopper complètement cet outil à votre destination, à la destination des professionnels, cet outil de diagnostic génétique des rongeurs. On verra que dans une actualité réglementaire un petit peu mouvementée, dans une actualité réglementaire qui impose maintenant l'interdiction de l'appâtage permanent avec les raticides, de nouvelles matières actives qui apparaissent. Hein, vous n'êtes pas sans savoir que une matière active qu'on appelle le cholécalciférol, où la vitamine D3 vient d'être lancée à la fois par BASF et à la fois par Bayer sous forme de forme d'appât, à la fois dans un contexte dans lequel on sait qu'il y a de la résistance sur le terrain, dans un contexte dans lequel on est un petit peu challengé aussi sur nos activités en nous disant finalement les rats en ville ne sont pas nos ennemis, il faut arrêter, il faut être gentil avec les animaux, il faut laisser les rats pulluler en ville, alors qu'on sait par ailleurs qu'il y a un contexte pléthorique qui démontre un contexte bibliographique, hein, une bibliographie scientifique qui démontre qu'aujourd'hui, les rongeurs en ville posent des problèmes sanitaires. Alors, l'idée qu'on a et qu'on aura encore plus demain, c'est de vous mettre cet outil à disposition pour justifier la régulation des rongeurs, et on le verra à travers cet outil. Voilà le petit sommaire que je vous propose qu'on suive ensemble ce soir. Donc, moi, j'aime bien repartir sur des enjeux généraux, et notamment les enjeux généraux qui tournent autour des rongeurs, que sont l'enjeu sanitaire. Hein. Effectivement, on ne parle plus de peste aujourd'hui, quoique, mais on verra que la kyrielle de maladies, en tout cas de pathogènes qui peuvent être transmises par les rongeurs. Alors, effectivement, on croit que les rongeurs, pour transmettre une maladie, ont besoin de mordre les individus. En tout cas, on a besoin de se faire mordre pour être contaminé. Ce n'est pas vrai. On verra que les excréments et l'urine de rongeurs sont des liquides biologiques qui peuvent transmettre assez facilement des pathogènes à l'homme. On fera un petit point sur les principales espèces qui nous intéressent en faisant le distinguo entre les espèces qui sont d'intérêt prioritaire pour nous en tant que prestataire 3D, en tant que technicien 3D, et puis ces espèces qu'on pourrait appeler des espèces champêtres ou des espèces de moindre intérêt, que sont par exemple les campagnols et les mulots. Surtout si vous intervenez sur des sites industrie agro, industrie pharmaceutique, on s'aperçoit que bien souvent, on ne fait pas bien le distinguo entre une souris et un mulot, et puis finalement, on est amené à aller positionner des produits dans des environnements dans lesquels on va lutter contre des rongeurs qui ne représentent pas de problématiques sanitaires pour le process qu'on est censé protéger. Ensuite, réussir son diagnostic de site, vous voyez que dans l'environnement réglementaire aujourd'hui qui est de plus en plus contraint, notamment sur l'utilisation des anticoagulants, on s'aperçoit, et c'est bien parce qu'on a de plus en plus de professionnels autour de nous qui nous disent mais il faut que maintenant on ne sache pas forcément vendre que de l'intervention, il faut aussi également qu'on sache vendre de l'audit ou du diagnostic de site et du conseil en rodent proofing ou en rat proofing associé à vos visites de site et à vos diagnostics. Et puis finalement, cette présentation-là, elle découlera sur la génétique au service du diagnostic, puisque finalement, cet outil qu'on vous propose d'utiliser dans le futur pour faire de l'identification génétique des rongeurs auxquels vous avez à faire face sur le site mais que vous ne voyez pas, va devenir un outil aussi important que vos diagnostics physiques. Hein, ça pourrait être le cas en punaise des lits également, entre votre diagnostic quand vous faites votre audit de chambre, le diagnostic qui est fait par le chien en détection canine, le diagnostic potentiellement qui est réalisé par des outils génétiques aussi demain. Ça ne représentera bien entendu qu'un outil dans la boîte. Hein. Ce qu'on défend aujourd'hui, c'est que toutes les formes de diagnostic et toutes les formes de lutte contre les espèces envahissantes sont les bienvenues, tout
tout en sachant qu'effectivement, chacune des méthodes va être adaptée à des situations que vous allez rencontrer sur le terrain, parce qu'on n'a pas de solution universelle dans la lutte contre une telle diversité d'espèces animales et d'insectes que vous allez rencontrer dans votre métier au quotidien. Et puis finalement, pourquoi ces outils diagnostiques doivent, in fine, permettre aux professionnels de changer de posture, c'est-à-dire d'aller vers du pest control. Pest control, c'est quoi? J'ai probablement pas le temps d'identifier la bestiole que je suis déjà en train de traiter. Au pest management, c'est-à-dire que demain, eh bien, il va falloir que je sache vendre mon savoir-faire, que je sache vendre mes conseils, que je sache vendre mon diagnostic, sans forcément avoir à vendre derrière une prestation de régulation des espèces en présence. Alors, les enjeux sanitaires des rongeurs, c'est toujours une partie importante parce que quand on voit l'actualité, quand on voit la manière dont aujourd'hui les élus dans un certain nombre de communes françaises, et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé dernièrement à Strasbourg, où on nous a dit que les rongeurs n'étaient pas nuisibles, mais qu'il fallait probablement qu'on apprenne à vivre avec, c'est occulter un vrai impact de ces rongeurs, notamment de ceux qu'on est capable de rencontrer en milieu urbain, sur la santé publique. Et j'aime bien répéter qu'on n'est pas forcément là pour tuer des rongeurs, pour éradiquer des choses. On est là pour réguler des populations qui, d'une part, posent des problématiques sanitaires et d'autre part, sont également un vrai enjeu de biodiversité. J'ai partagé sur les réseaux cette semaine un article qui avait démontré qu'il y a des chercheurs sur une île, sur des îles hawaïennes, qui étaient peuplées par des rats bruns, en fait, et pour lesquels il y avait une mesure de la biodiversité en place. Il a été démontré qu'en régulant les populations de rats bruns, on récupérait entre 50 et 70% de la biodiversité des oiseaux sur ces îles. Donc vous voyez qu'au-delà de l'impact sanitaire de la régulation des rongeurs, c'est également un enjeu de biodiversité. Donc je pense que ce mot biodiversité, il ne faut pas forcément le laisser au verdissement des mairies d'un certain nombre de communes françaises, mais je pense que c'est également un terme qu'il faut qu'on sache s'approprier, parce que réguler des populations de rats bruns en ville, réguler des populations de rats bruns en milieu agricole, c'est également œuvrer pour la biodiversité, comme c'est le cas par exemple pour ce qu'on peut observer pour le frelon asiatique aussi aujourd'hui. On sait également que ces rongeurs dégradent les structures. Il y a un enjeu d'image. C'est vrai que pour ceux qui bossent dans l'industrie, le fait qu'il y ait des salariés ou que des clients voient des rongeurs en industrie ou en supermarché, ça dégrade tout de suite l'image de l'établissement. Et puis, avec un vrai risque d'incendie lié à l'activité de rongement, ça a été également démontré. Si on s'en attache au côté purement sanitaire, j'ai un graphique. Ça, c'est un graphique qui est fait pour être lu quand vous dormez. Non, j'ai également une slide qui fait une petite synthèse des maladies. Donc, il y a un consortium d'experts qui s'est réuni en 2018 et qui a fait la liste des différentes maladies que les rats bruns, en particulier, pouvaient transmettre, en passant par la leptospirose, la peste, les rickettsia, les hantavirus. Donc, vous voyez que ça fait un certain nombre de cas humains par an. La leptospirose, c'est 1 million de cas par an, 60 000 morts. C'est ce qu'on appelle une zoonose. Une zoonose, c'est quoi? C'est une maladie qui passe de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme et qui est capable de tuer 60 000 personnes dans le monde. Alors, les principaux vecteurs sont le ragondin et le rat brun, avec un certain nombre de grandes métropoles mondiales où c'est vraiment le rat brun qui va disséminer la leptospirose. C'est une zoonose qu'on considère comme une des zoonoses les plus mortelles à l'échelle de la planète. Donc on nous resserre en permanence la peste et d'autres maladies qui sont des maladies de l'ancien temps. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui est capable de transmettre un rat brun, on s'aperçoit un certain nombre de maladies et de pathogènes, voire de parasites, qui ne sont pas négligeables pour la santé publique. Je pense au rickettsia, salmonelle. Vous voyez que salmonelle, c'est 94 millions de cas par an dans le monde. Et les rongeurs et les insectes qui nous occupent au quotidien sont des vecteurs avérés de cette bactérie. La toxo, on en parle beaucoup, notamment pour les femmes enceintes, puisque contracter la toxo quand on ne l'a jamais contractée, qu'on est enceinte entre le 3e et le 6e mois de développement de l'enfant, c'est un risque de malformation du fœtus. Voilà. Vous voyez que c'est 6 milliards de gens infectés, et ces rongeurs et ces insectes participent à la dissémination de ce toxoplasme. Alors, bien sûr, on ne va pas forcément s'intéresser à toutes les espèces de rongeurs. Et finalement, notre métier, c'est quoi? C'est d'intervenir sur des populations qui ont besoin d'être écrêtées sur le plan du nombre, sur le plan de la dynamique, pour ne pas représenter
une problématique sanitaire dans un environnement dans lequel il y a d'autres mammifères qui vivent, c'est-à-dire nous. Donc en fait, aujourd'hui, si on régule ces espèces-là, c'est un vrai choix de standards sanitaires, c'est un vrai choix qu'on fait pour pouvoir assainir notre environnement et pouvoir vivre et préserver notre santé, et notamment ce qu'on appelle globalement la santé publique. Et on sait qu'il y a 3 espèces de rongeurs, et en particulier 2 espèces de rongeurs qui principalement affectent notre santé publique, notamment en milieu urbain, c'est la souris et le rat-brun. Hein, et donc, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les rongeurs commensaux. Les rongeurs commensaux, c'est ceux qui vivent à notre contact, ceux qui, d'ailleurs, consomment la même chose que nous. Hein. Donc, vous voyez que la souris est un rongeur qui vit plutôt en intérieur, qui consomme plutôt ce que vous allez stocker dans les placards et qui est capable d'avoir un régime qu'on peut appeler omnivore. Hein. Et le rat-brun, la même chose. Le rat-brun va vraiment bien s'accommoder au milieu urbain, ne va pas vivre par plaisir dans les égouts. Les égouts, pour ce rongeur, ça représente quoi? Ça représente une zone dans laquelle il va pouvoir se retirer de la pression sociale de la surface. Mais le rat-brun, si vous le laissez proliférer, et je pense que pour ceux qui visitent Paris régulièrement en ce moment, vous en avez des exemples sous les yeux tous les soirs. Le rat-brun, il consomme en surface des poubelles, ou en tout cas des endroits où on ne gère pas bien une source de nourriture, une source de déchets, et il va se retirer dans une zone de terrier, le rat-brun étant le seul rongeur commensal qui fait des terriers. Un rongeur moins problématique, en tout cas plutôt inféodé à l'industrie agroalimentaire, stockage de céréales, qui est le rat noir, qui, je vous le rappelle, est un rat grimpeur qui va se planquer dans les combles, dans les cloisons, et qui ne fera pas de terrier. Donc on a face à nous un rongeur qui va vivre beaucoup en extérieur, le rat brun, dont on va assez rapidement comprendre le cycle, hein, puisque terrier, source de nourriture, et si vous ne changez rien à ça, le rat brun va se développer autant que la nourriture le permettra. Et 2 rongeurs qui vivent plutôt en intérieur, avec la souris et le rat noir étant plutôt inféodé au milieu plutôt stockage de céréales et transformation. Mais vous avez des exceptions. Hein. Vous avez des souris qui vont vivre autour des bâtiments. Vous avez des mulots ou des campagnols qui vont parfois rentrer dans des bâtiments. Des musaraignes que vous allez pouvoir piéger sur des plaques de glue ou sur des pièges. Potentiellement des rats noirs qui vont vivre dans un pied d'élévateur. Et puis finalement des rats bruns qui vont se mettre à monter dans les combles d'un bâtiment. Donc finalement, là je vous ai tiré les grands traits biologiques des principales espèces qui nous intéressent, mais finalement notre métier, il n'est pas fait de grandes règles générales, il est souvent fait de cas particuliers, d'où l'importance cruciale de pouvoir identifier le rongeur auquel vous avez à faire face, parce que derrière le rongeur, il y a un mode de vie, un cycle biologique, une capacité à envahir le milieu. Hein. Si vous me dites j'ai observé une souris en industrie agroalimentaire, ça s'appelle potentiellement peut-être une intrusion, mais ça peut aussi vite fait s'appeler une infestation. Si par contre j'observe un mulot sylvestre dans le même bâtiment, ça va s'appeler une intrusion, mais rarement une infestation, parce que le mulot, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est sortir des installations. Donc vous voyez qu'en fait, pour un rongeur observé, si vous n'identifiez pas l'espèce de ce rongeur à un endroit précis, eh bien derrière, vous pouvez très bien mettre ce qu'on va appeler un programme de pest management à côté de la plaque, puisque vous êtes trompé d'espèce. Et donc ça, c'est vrai pour le rongeur, mais c'est vrai aussi pour les autres espèces. Si des gens vous font intervenir pour une blatte dans une cuisine, si vous êtes face à une blatte germanique, potentiellement c'est intrusion et infestation, donc il faut vous attendre à devoir mettre en place un protocole de traitement assez rude. Si c'est une blatte des jardins qui est rentrée dans une cuisine par erreur, et que vous ne faites pas la différence entre une germanique et une blatte des jardins, potentiellement vous allez mettre le même programme de pest control en place, alors que l'espèce ne le nécessite pas. Et c'est vraiment dans ce type de détail qu'il faut aujourd'hui, mais encore plus demain, que le technicien puisse rentrer. Bon, le rat brun, je ne m'étale pas dessus, ça fait partie, c'est 60% des opérations d'ératisation en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. C'est le principal rongeur qui est très présent en France, et ça tombe bien, c'est également le rongeur qui dissémine le plus de pathogènes au contact de l'homme, et on le verra, on a utilisé notre diagnostic pour faire des prélèvements dans la ville de Paris, et on verra que ce n'est pas anodin, hein. Il y a entre 30 et 40% des déjections de ce rat brun qui sont laissées sur le sol en milieu urbain qui contiennent des pathogènes. Donc on ne vous parle pas de la peste, mais on vous parle potentiellement de pathogènes qui peuvent être transmises à l'homme, être transmises aux gens qui vont marcher dedans, qui vont ramener ça à la maison, qui vont en avoir sur le vêtement, qui vont se contaminer avec, et un certain nombre de pathogènes notamment, et c'est sorti dans la presse il n'y a pas très très longtemps, font l'objet, sont responsables notamment d'intoxication alimentaire chez les enfants. Donc voilà,
Plus on va utiliser ce type d'outils très fins pour faire du diagnostic sur le terrain, plus on va pouvoir faire le lien entre la présence de ces espèces envahissantes et l'impact de ces espèces sur la santé publique. Bon, le rat brun, les différents éléments de lutte, il a un terrier, il a des coulées, il a une source de nourriture. Bien sûr, on va essayer de comprendre ce cycle biologique et de s'affûter, d'observer par différents moyens, par des outils de monitoring, des caméras, des plaques de glu. C'est de comprendre comment les rongeurs fonctionnent sur le site pour comprendre là où ils sont le plus faibles. Et c'est là que je vais amener mes éléments de pest control pour pouvoir tenter de contrôler le cycle de ces rongeurs. Petite différence anatomique entre le rat brun et le rat noir. Le rat noir, il est très grimpeur, il vit en hauteur, comme je vous le disais, plutôt inféodé aux zones de stockage de céréales, là où le rat brun, on le va rencontrer partout. Le rat brun, il est capable de s'adapter à n'importe quel environnement, pourvu qu'il puisse se reproduire et qu'il puisse se nourrir. Le rat noir, c'est pas du tout ça. Le rat noir, c'est un rongeur social, il a besoin d'établir des populations plutôt en hauteur. Donc, sa dissémination va se limiter à un certain nombre de sites très caractéristiques, notamment qu'on va appeler l'industrie agroalimentaire ou le stockage de céréales. Si on lève la tête avec le rat noir, on observe effectivement des indices de présence sur le terrain. Le rat noir a une queue plus longue que le corps qui lui permet de se balader en hauteur et de ne pas tomber. C'est un 5e point d'appui. Mais si toutefois vous trouvez un cadavre de rat noir au sol, un rat noir mort en haut va tomber au sol. Newton avait raison. Donc, ce n'est pas parce que vous trouvez un rongeur mort au sol qu'il n'est pas tombé du plafond. Donc, seule l'anatomie et encore plus la génétique vous permet de faire la différence entre un rat noir et un rat brun. Et vous voyez que derrière ça, si vous êtes face à du rat brun, vous allez plutôt chercher une vie horizontale du rongeur, une zone de terrier découlé, une zone de nourriture. Si vous êtes face à un rat noir, vous allez plutôt chercher une vie verticale du rongeur parce que vous savez pertinemment qu'il va avoir une zone de repli plutôt dans les combles des installations et plutôt en intérieur. Donc, c'est là qu'on va devoir mettre en place pour le rat noir un plan de prévention et un plan de pest control en utilisant la hauteur des bâtiments dans des endroits dans lesquels il va se réfugier, alors que le rat brun va plutôt essayer de sortir des installations pour se réfugier. La souris, une pullulation de mulots dans un bâtiment, ça s'appelle des souris, et une pullulation de souris en bordure de forêt, ça s'appelle des mulots. Donc, à ne pas confondre avec le mulot sylvestre. Le mulot sylvestre, c'est un rongeur, je vous le présenterai tout à l'heure. Il a un fort contraste entre son pelage du dos et le pelage sous le ventre. Très fort contraste, là où on est juste sur des nuances de gris chez la souris. Pas simple, on a rarement les deux rongeurs ensemble en main. C'est pas évident sur le plan anatomique de distinguer les deux. Par contre, sur le plan génétique, c'est hyper simple. Attention, il y a une sous-espèce de souris aussi qui est en train de se développer en France, qui ne s'appelle pas comme sa cousine là, on voit la photo, Mus musculus domesticus, mais qui s'appelle Mus musculus spretus, qui est une toute petite souris qui fait la moitié de la taille de la souris normale. Et elle, quand bien même je ne l'ai pas en face, si j'ai des excréments de la normale et des excréments de la petite, il y a un monde génétique entre les deux. Notre outil génétique, il nous dit, non, ce n'est pas les mêmes. Vous pouvez avoir les deux souris en main, l'une, vous pensez que c'est une adulte, l'autre, vous pensez que c'est une petite. Nous, avec la génétique, on va vous dire non, c'est deux espèces différentes. Et c'est là la puissance de l'outil. La puissance de l'outil, c'est de vous amener de la puissance dans votre diagnostic et ne pas vous laisser concentrer sur l'action de contrôle, mais bien sûr vous apporter de la valeur dans votre action diagnostique. Et c'est bien ça que demain, on va attendre du monde professionnel, c'est de savoir dissocier l'inspection, l'audit et le diagnostic de l'intervention. Parce que si demain, vous ne savez pas valoriser votre connaissance au travers d'un diagnostic, malheureusement, dans les 40 prochaines années, vous resterez focalisé sur l'utilisation de produits et la lutte. Et donc, bien entendu, on voit que la pression réglementaire qui s'exerce sur nos métiers aujourd'hui a plutôt tendance à se dire les produits, oui, mais avec parcimonie. La souris, où est-ce qu'on va la rencontrer? Plutôt en intérieur. On va plutôt détecter ses dégâts, détecter ses excréments dans des zones de incidence sur les contaminants portés. Oui, alors, les contaminants, la problématique, on le voit un petit peu plus avec les insectes, mais les rongeurs, effectivement, on part du principe que des rongeurs qui consomment 1 vont souiller 3. Donc ça veut dire qu'effectivement, avec leur urine et les pathogènes que les rongeurs transportent, vont accélérer le moisissement, la moisissure d'un certain nombre de denrées stockées, occasionner des refus de matières premières dans les ports. Et tout ça, effectivement, va contribuer à la dégradation de ce qu'on appelle la qualité sanitaire des aliments, qui est un point important puisque nous sommes des acteurs de la protection des qualités sanitaires
des denrées alimentaires. Voilà. Et donc la souris va plutôt rencontrer ce qu'on appelle des zones de latrine. C'est les zones où elle va uriner, elle va émettre ses déjections remplies de phéromones pour communiquer avec les autres, notamment pour cycler la reproduction. C'est-à-dire quand on a une femelle qui émet de l'urine et qui émet des phéromones pour dire qu'elle est pleine, quoi, hein, qu'elle attend des petits, eh bien ça va cycler les autres souris à se reproduire également dans des espaces de temps cyclés et limités. Hein. Donc, malheureusement, les souris, on peut les voir, mais on distingue le plus souvent les dégâts qu'elles occasionnent. C'est comme ça que les particuliers se rendent compte qu'ils ont des souris chez eux. Soit ils entendent gratter dans les cloisons, soit ils observent des crottes dans les placards, ou soit des crottes un petit peu partout dans la maison, ou des dégâts de consommation de denrées alimentaires. Et dans ce cas-là, effectivement, on n'a malheureusement pas d'autre choix pour la souris que d'intervenir dans un milieu dans lequel elle vit, parce qu'on a vu des dégâts, parce qu'on a vu des déjections, tout en sachant qu'une souris, ça vit sur une faible surface, hein, sa surface de vie, c'est faible. On part du principe qu'une souris vit dans 15 mètres carrés la journée. Donc ça veut dire que le cycle biologique de la souris ne va pas être simple à comprendre. Là où le rat noir, on comprend qu'il a une vie verticale, le rat brun a une vie horizontale, on va observer des indices de présence. Malheureusement, la souris, elle va vivre dans ces indices de présence. Et si vous ne comprenez pas le cycle biologique de la souris, eh bien, vous n'allez pas amener l'élément de lutte dans son périmètre de vie, et donc vous allez passer à côté parce qu'elle ne va pas bouger. Hein. Donc ne croyez pas que les super appâts qu'on vous vend aujourd'hui vont attirer les souris à 200 mètres plus loin. Non, la souris, il faut amener les méthodes de lutte, les méthodes de contrôle dans son environnement de vie. Et si vous passez à côté, eh bien, votre régulation va être un échec. Alors, réussir son diagnostic d'espèce sur le site, c'est vrai pour tout, c'est vrai pour les rongeurs, c'est vrai également pour les insectes. Et je le répète régulièrement, notre métier, c'est avant tout un métier d'observateur, de trappeur, de piégeur, de chasseur. Et donc, on voit bien que si on ne respecte pas et qu'on ne monte pas en puissance sur cette étape de diagnostic, derrière, tout ce qu'on va proposer, tout ce qui va découler du fait qu'on a fait une bonne étape de diagnostic ou qu'on a zappé cette étape-là, le pest management programme que vous allez associer derrière va être complètement différent selon si vous avez la capacité à observer, à déduire, ou si vous n'avez pas du tout la capacité à avoir fait un bon diagnostic sur le terrain. Voilà. Alors, quand on fait de la régulation de rongeurs, on doit faire la grande différence. Donc, le diagnostic doit vous permettre de faire la différence entre globalement du rat brun de la souris, cet ensemble de commensaux. En milieu urbain, c'est plutôt les rongeurs qu'on va rencontrer. Le rat brun, il arrive où il stationne très souvent dans le réseau d'égouts, il mange en surface, il établit des terriers. Donc, tout ça, c'est les indices de présence dont vous allez vous servir pour détecter que vous êtes bien face à du rat brun. Qui fait l'objet, comme la souris, comme je vous le rappelais tout à l'heure, qui peut faire l'objet d'une intrusion, mais attention, derrière l'intrusion, il faut souvent attendre une infestation. Pourquoi ? Parce que s'il trouve de la nourriture et de la quiétude, il va installer sa population. Il n'est pas arrivé là par erreur. Il est arrivé là parce qu'il y avait de la nourriture. S'il reste là et qu'il se plaît, et que par ailleurs, vous n'intervenez pas rapidement, le rat brun comme la souris vont être capables de mettre en place une infestation, ce qui ne sera pas le cas du mulot ou du campagnol. Mulot campagnol, je les ai en dessous. Alors, le premier, c'est un campagnol des champs. En dessous, vous avez une musaraigne, la musaraigne qui est un rongeur de la famille des crocodilures. Je vous rappelle que les musaraignes sont des rongeurs qui sont insectivores, qui ne consomment pas d'appât. Et puis en bas, vous avez, alors on ne le voit pas très très bien, mais un mulot sylvestre. Son nom l'indique, mulot sylvestre, la forêt, qui vit en bordure forestière, qui n'a rien à faire dans les bâtiments. Donc, si ces rongeurs-là, on les trouve dans un bâtiment, c'est forcément une intrusion accidentelle, mais ils ne feront pas l'objet d'une infestation. Et c'est vraiment là les deux mondes de rongeurs qu'il faut savoir distinguer. Et la génétique, aujourd'hui, nous permet vraiment de faire la différence entre ces deux mondes. Pourquoi ? Parce que ces rongeurs du dessous, là, on a une vraie différence de biologie et de milieu de vie. On a nécessité de distinguer parce que, autant si on observe des rats bruns ou des souris dans un bâtiment de stockage de céréales, il va falloir agir vite avec un programme de pest control sérieux, autant si on observe un mulot ou une musaraigne dans le même bâtiment, potentiellement, on va expliquer à son client que c'est une intrusion, qu'il faut faire un travail d'herméticité sur son bâtiment pour éviter que ça se reproduise, mais que potentiellement, on ne va pas sortir le bazooka parce que ces espèces-là, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan
La dynamique de population ne le nécessite pas. Quand on observe des professionnels qui mettent en place en industrie agro, en industrie pharma, à 150 mètres du bâtiment, le long de la clôture, des postes, et 60% ou 60 à 70% du parc de postes d'appâtage sur le site sont mis le long des clôtures, vous imaginez bien que déjà on se trompe d'espèce. Et quand vous mettez des anticoagulants dans ces bestioles qui sont par ailleurs en pied de chaîne alimentaire parce qu'elles vont être consommées par des hiboux, par des oiseaux de proie, par des renards, par des sangliers, et ben potentiellement on s'est trompé de bestiole et on va mettre des produits toxiques dans des bestioles qui ne le méritaient pas parce qu'elles ne représentent aucun danger sur le plan sanitaire pour l'installation et pour le process. Donc ça veut dire qu'en fait, à ne pas distinguer les espèces au départ, tout le reste n'a plus de valeur. Et donc, et en plus, qu'est-ce qu'on va faire dans les postes qu'on a mis le long de la clôture? On va faire des relevés de consommation sans à aucun moment être capable de savoir l'espèce qui a consommé l'appât qu'on a mis en présence. Donc, c'est très important de savoir si on a affaire à un rongeur qui est capable d'une intrusion plus d'une infestation ou si on est face à un rongeur qui ne fait l'objet que d'une intrusion et qui va ressortir. Et pour peu qu'on travaille l'herméticité du bâtiment, ne se reproduira pas. Donc, le rôle du professionnel, c'est bien entendu contrôler. Et toutes ces... Oui, effectivement, on a des entreprises, il faut qu'on facture. Et ces étapes-là de contrôle, surveiller ou lutter, il va falloir qu'on puisse les valoriser auprès de son client. Et aujourd'hui, malheureusement, une étape de contrôle est plus... Quand on sort le pulvé ou quand on sort une boîte et qu'on met un appât dedans, c'est plus facilement valorisable aux yeux du client qu'une étape de diagnostic sur le site et de l'établissement d'une cartographie des risques. C'est plus facile d'aller dans un appartement, de faire un traitement anti-punaise de lit que de faire un diagnostic et de dire au client qu'il n'y en a pas. C'est toujours plus facile. Néanmoins, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins et ces deux chemins vont se dissocier. Et qu'aujourd'hui, si on veut avoir la pérennité dans l'utilisation des solutions de lutte qui nous sont proposées aujourd'hui, il va falloir qu'on s'engage sur le chemin de dissociation entre le diagnostic et le contrôle. Et aujourd'hui, c'est essentiel qu'on redonne de la valeur aux professionnels au travers de l'étape du diagnostic. C'est-à-dire observer. C'est quoi d'observer? C'est visiter avec des yeux derrière lesquels il y a des connaissances. Si potentiellement vous faites observer par quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas la notion des cycles biologiques des bestioles qu'il est censé observer, il ne verra pas la même chose que vous. Donc visiter un site, ça ne suffit pas, parce que visiter un site sans compétence et sans connaissance, autant rester chez soi. Hein. Qu'est-ce qu'on va déduire? Qu'est-ce qu'on observe sur le site? Qu'est-ce qu'on va conseiller aux clients en termes d'action d'herméticité? Parce qu'on voit bien que le contrôle des rongeurs réussi, et donc le contrôle des rongeurs avec succès, c'est à la fois la régulation des espèces en présence et les tâches que vous avez affectées à vos clients qui sont réalisées, c'est-à-dire rendre hermétiques les pieds de porte. C'est fermer les portes l'été pour éviter que les insectes rentrent. C'est potentiellement s'assurer que le réseau d'égout est étanche et que les rongeurs ne peuvent pas remonter dans les bâtiments. Et si votre client ne vous accompagne pas dans ces démarches-là, vous ne ferez que de la régulation d'espèces d'un cycle biologique qui ne fera que se reproduire sans cesse. Voilà. Conseiller, surveiller, quelles sont les méthodes de monitoring que je vais mettre en place? Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que finalement, l'interdiction de l'appâtage permanent, qu'est-ce qu'on met dans des postes? Des plaques de glu, des caméras, du placebo, c'est quoi? Surveiller. On va surveiller. Surveiller en s'étant fixé un seuil d'intervention en dessous duquel on ne fait rien, ou en dessous duquel c'est une espèce qui ne nous intéresse pas, donc on n'agira pas, et au-dessus duquel on va déclencher une action de contrôle. Parce qu'on a déclenché un seuil, on a dépassé un seuil qui, d'un commun accord avec le client, fait peser un risque sanitaire sur le site et sur le process, ou au client qui est dans l'appartement et qui a 15 souris dans sa cuisine. Et ensuite, on évalue ses actions de contrôle pour voir si on a été bon ou si on n'a pas été bon. Hein. Donc, observer, identifier, c'est grâce aux connaissances préalables et à la visite du site. Le pro, il observe les indices en lien avec le pest management. Observer, c'est quoi? C'est regarder avec les yeux d'un connaisseur. Et je vous rappelle que si vous n'avez pas ces connaissances, vous n'allez pas faire la différence entre une souris et un mulot. Et là, vous allez être dans l'erreur en permanence parce que vous allez penser qu'on vous attend le long des clôtures alors que le process et la protection sanitaire des installations vous attend à l'intérieur des installations. Et là, potentiellement, on se trompe de job. Hein.
Donc, ces observations, elles servent à établir la cartographie des risques. On a développé ça avec Nicolas, qui n'est pas là ce soir, mais on a eu à cœur de développer une méthode assez simple pour vous, quand vous faites une découverte de site ou un diagnostic de site, qui est de se dire, finalement, quand je regarde ce site, quelles sont les zones importantes? Les zones importantes vont être les zones où potentiellement je peux avoir des espèces d'importance sanitaire qui peuvent y arriver dans un endroit où j'ai un process sensible. Voilà. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Aller mettre des appâts le long d'une clôture pour intoxiquer des dizaines de mulots qui vont se faire bouffer par les chouettes, on n'est pas dans notre métier. Et c'est bien malheureusement à cause de ce type de pratique que les autorités à la fois européennes et à la fois françaises nous mettent une telle pression sur les raticides. Les raticides font partie des solutions les plus efficaces sur le plan technique. Par contre, ça fait partie des solutions les plus dangereuses pour la faune sauvage quand elles sont mal utilisées. Être mal utilisé, c'est pas mettre un appât en milieu de la forêt. Être mal utilisé, c'est potentiellement aller mettre du raticide, et en particulier des anticoagulants, dans des bestioles qui vont rester dehors et qui, à tout moment, vont pouvoir se faire choper par un truc qui fait partie de la chaîne alimentaire. Et là, vous avez tout gagné, parce qu'aujourd'hui, dès que vous avez un oiseau mort dans un bois, qu'est-ce que font les associations de protection des animaux? Et elles ont raison, elles font faire des analyses. Et aujourd'hui, j'ai aussi publié là, sur les réseaux la semaine dernière, 80% des oiseaux de proie aux États-Unis portent des traces d'anticoagulants dans leur foie. Ça signifie bien que c'est pas volontaire, c'est pas de l'intoxication volontaire. Ça veut bien dire que quand on se trompe d'espèce, eh bien, on va mettre des anticoagulants dans des rongeurs qui, par ailleurs, font partie d'une chaîne alimentaire. Et après, qu'est-ce que devient ce rongeur? Vous ne le savez pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle un risque non maîtrisé. Donc, cette cartographie des risques, c'est quoi? Cette cartographie des risques, il va falloir, quand vous visitez un site, faire la différence entre différentes zones. Les principales qui doivent concentrer 80% de votre travail en tant que PCO, en tant que Pest Manager, c'est la zone rouge. La zone rouge, c'est j'ai un bâtiment qui héberge un process très sensible. C'est là que je fabrique mes brioches. Potentiellement, les portes, elles sont ouvertes toute la journée. Ou potentiellement, les égouts permettent aux rats bruns de venir de la ville d'à côté, puis de remonter dans les égouts et de monter directement dans le bâtiment. C'est ces zones-là sur lesquelles il va falloir focaliser vos actions, parce que le moindre rongeur qui va se situer dans cette zone-là, il faut que ce soit un rongeur mort. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et il faut le savoir rapidement. C'est des zones dans lesquelles vous ne mettrez pas d'anticoagulants. Pourquoi? Parce qu'un anticoagulant, ça tue en 6 à 7 jours. Un rongeur qui a mangé des anticoagulants en zone rouge, il va rester 7 jours à tourner dans le bâtiment. Et c'est là que l'innovation, le piégeage monocapture connecté, le piégeage multicapture connecté, c'est là que ça prend tout son sens. Il faut que le moindre rongeur qui rentre dans cette zone-là, en parallèle des conseils d'étanchéité que vous allez amener à votre client, il faut qu'il soit mort, et que dans la minute, il faut que vous le sachiez pour aller retendre votre système qui a capturé, ou potentiellement venir retirer le cadavre du rongeur parce qu'on a un risque sanitaire. Et c'est là où potentiellement vous voyez que la technologie, elle s'adapte à un objectif. L'objectif, si vous n'avez pas vu que cette zone, c'était une zone rouge et que vous considérez que c'est une zone verte parce que la porte est fermée, potentiellement, vous n'allez pas focaliser vos actions sur les bonnes zones. Et donc, effectivement, dans cette zone-là, que ce soit un campagnol ou que ce soit une souris qui rentre, il faut absolument que le rongeur soit maîtrisé le plus vite possible et de manière connectée. Après, on a des zones tampons, ce qu'on appelle des zones oranges. C'est des zones très accessibles, mais qui hébergent rien de très sensible sur le site. Un vestiaire, un garage à vélo, le rangement des archives, quoique les archives, ça peut représenter une problématique, ou bien un espace, un bâtiment très très sensible, mais qui est un bunker. Il n'y a rien qui peut rentrer. Okay, donc là, on va alléger le système parce que, oui, probablement, si quelque chose rentrait, ça pourrait poser une problématique, mais non, on ne va pas alourdir le système de pest management sur ces zones-là parce qu'on part du principe que l'intrusion n'est que potentielle, elle n'est pas réelle comme en zone rouge. Et puis ensuite, il y a tout le reste sur lequel vous pouvez regarder mais rien faire, c'est-à-dire les zones non sensibles. Parce que c'est des espèces sans intérêt, et pour ceux qui font l'industrie agro et ceux qui font l'industrie pharma, ça ne sert plus à rien de mettre des postes le long des clôtures, parce que potentiellement, les espèces qui viennent manger, et je vous mets au défi de contrôler ces espèces, mettez des pièges pour voir vraiment les espèces qui viennent consommer les appâts dans les postes. Ça ne sont jamais des souris, ça ne sont jamais des rats, parce que les rats et les souris n'arrivent jamais par les bois ou par les champs. Les rats, dans 80% des cas en site agro ou en site pharma, arrivent par les égouts des communes limitrophes, et les souris arrivent par les palettes des fournisseurs. Et donc, vous pouvez mettre toute la lutte que vous voulez à l'extérieur. Si les fournisseurs arrivent à rentrer en camion sur les sites et mettre les palettes dans la réserve, comme c'est le cas des grands supermarchés, et ben vous faites rentrer les rongeurs directement dans la zone sans qu'ils aient vu le moindre poste de votre part.
Tant et si bien qu'on arrive à une cartographie avec des zones rouges, des zones roses et des zones vertes, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Ce qui est important, c'est vraiment de focaliser vos actions sur les zones rouges. Et c'est là potentiellement qu'il faut construire un discours, je dirais, de pérennité, un contrat de confiance avec vos clients sur ces zones rouges. C'est là qu'il faut vraiment mettre le paquet et qu'il faut vraiment identifier les rongeurs auxquels vous avez à faire face dans ces zones-là. Donc voilà, la génétique, il faut partir du principe qu'aujourd'hui, ça n'est qu'un outil parmi plein d'autres dans la boîte à outils pour vous permettre de faire un bon diagnostic quand vos yeux ne sont pas suffisants, malgré toutes vos connaissances, quand vos yeux ne sont pas suffisants sur une zone parce que vous avez passé de temps, parce que c'est trop discret, parce que c'est un début d'infestation, et que vos yeux ne sont pas suffisamment pertinents pour caractériser le rongeur auquel vous avez à faire face. Quand je dis rongeur, nous on reçoit régulièrement des crottes de chauve-souris, de poules, de pigeons, vous voyez, avec des gens qui pensaient que c'était des crottes de rats. Donc vous voyez que je vous mets au défi, par exemple, de faire la différence entre une crotte de rat brun et une crotte de crapaud aujourd'hui. Et pourtant, vous pouvez très bien avoir les deux espèces sur le même site. Donc, identifier, ce n'est pas toujours simple. Quand identifier le rongeur n'est pas si simple, eh bien, la génétique prend tout son sens. Donc, quand je vous parle de génétique, je vous parle d'un outil qu'on a développé qui s'appelle EasyDiagRodent. Et donc, on a développé cet outil avec Lucille. Parce que cet outil s'intègre vraiment dans le diagnostic biologique initial de site. C'est visiter le site avec une approche simple. Connaître la biologie des espèces pour arriver sur le site, en place. Si c'est déjà installé, vous n'avez pas forcément la possibilité de voir les rongeurs. Vous avez quelques indices de présence, mais si la population n'est pas très importante, ces indices de présence sont tellement discrets que vous pouvez ne pas les voir. Et bien souvent, la seule chose à laquelle on a accès, c'est les déjections des rongeurs. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué de piéger un rongeur. Vous voyez bien, vous mettez des plaques de glu, vous mettez des snap traps, vous mettez ce que vous voulez comme piège. Quand chez EasyPest ou chez Innovation, on fait du piégeage sur le terrain, quand on y met du cœur, on piège jamais plus de 15-20% de la population de rongeurs. C'est compliqué parce qu'il y a un apprentissage au fur et à mesure du piégeage qui fait que vous avez un certain nombre de rongeurs qui ont appris au fur et à mesure en observant et qui ne rentreront jamais dans vos pièges. Donc c'est compliqué. Sauf qu'on a un truc qui est constant, c'est quand on a des rongeurs sur un site, on a forcément des déjections. Les déjections, il faut voir ça comme la voie de dissémination des pathogènes, mais c'est aussi pour nous une voie de diagnostic. Pourquoi ? Parce que la présence des rongeurs, elle est souvent discrète, au moins en démarrage de la population. On voit des traces, on voit des dégâts, des bruits dans les cloisons, et on observe des excréments et de l'urine. Donc, les excréments sont bien souvent les premiers indices de présence. C'est une voie importante de dissémination de pathogènes, on le verra. Mais l'intérêt de ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces déjections contiennent la signature du rongeur et de ce qu'il a dans le ventre. En d'autres termes, qui il est génétiquement, et est-ce qu'il a des pathogènes dans le ventre. Donc, c'est là qu'on s'est dit, finalement, la déjection, ça peut être vu comme un truc sale, oui, ça c'est sûr, parce que ça véhicule des pathogènes, mais pour nous, ça contient des cellules du rongeur et des cellules de ce qu'il a dans l'intestin, qu'on appelle le microbiote, donc on est capable finalement d'étudier, de cartographier ce rongeur sans l'avoir sous la main. Et c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire, finalement, la déjection nous permet simplement de ne pas avoir à piéger le rongeur, on a juste besoin d'extraire l'ADN qui est contenu dans ces déjections. Pourquoi ? Il y a quoi comme ADN dans les déjections d'un rongeur ? Il y a ce qu'il a mangé, il y a l'ADN de ses aliments. Si par exemple un rongeur, un rat mange un crapaud, dans ces déjections, on va trouver de l'ADN de crapaud, mais moins que de l'ADN du rongeur. Donc après, ça va être le ratio nourriture ADN de rongeur qui va nous permettre de dire oui, c'est un rongeur ou oui, c'est un crapaud. Bon, ça, on sait faire. Il va y avoir de l'ADN du rongeur, qu'on appelle des cellules épithéliales. Les cellules épithéliales, c'est les cellules de l'intestin qui vont au fur et à mesure mourir, qui meurent, qui sont mortes récemment. Donc, l'ADN qui est contenu dans ces cellules, il n'est pas encore dégradé dans la déjection. Donc, dans une déjection, on a également ce qu'on a dans l'intestin, les bonnes et les mauvaises bactéries de l'intestin. Donc, tant et si bien que dans une déjection de rat brun, par exemple, on a 10% d'ADN de rongeur, 50% d'ADN bactérien, c'est-à-dire ce qu'il a dans le microbiote. Vous savez très bien que dans notre microbiote, on a des milliards de bactéries qui nous permettent d'assimiler des oligo-éléments qu'on ne serait pas capable d'assimiler tout seul, la vitamine B12 par exemple. Et puis 40% de l'ADN des aliments, mais l'ADN des aliments, comme il subit le processus de digestion, il se dégrade très rapidement. Donc finalement, dans la déjection du rongeur, qu'est-ce qu'on a ? De l'ADN de qui il est et de l'ADN de ce qu'il a dans le ventre. Intéressant, parce que potentiellement, un rongeur qui dissémine des pathogènes, il est censé les héberger pendant un temps. Ce pathogène se développe dans le rongeur sans que lui-même n'en soit affecté, ce qu'on appelle le portage sain, et puis ensuite, il excrète ça dans l'environnement.
Donc normalement, moi, vous me donnez une déjection, je suis capable de vous dire l'ADN du rongeur, qui il est, et puis finalement, parmi ces milliards de bactéries qu'il a dans le bide, s'il y en a des mauvaises, on est capable d'aller voir s'il y a des traces de ces mauvaises bactéries. Donc voilà, c'est l'outil qu'on appelle EasyDiag, hein, donc l'outil génétique au service du diagnostic. Et là, du coup, Lucille s'est prêtée au jeu. Alors, je vais fermer ça. Lucille s'est prêtée au jeu. Elle a fait une petite vidéo plutôt sympa que je vais vous passer. Et puis ensuite, on conclura ensemble sur la puissance de cet outil diagnostique et puis qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, dans notre profession. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est ici aujourd'hui puisque EasyInnovation et EasyTest ont réalisé cette courte vidéo pour présenter leur outil de diagnostic génétique rongeur. Donc, si vous êtes applicateur terrain, gestionnaire de site ou encore responsable qualité, cette courte vidéo s'adresse à vous. Plutôt EasyDiag Rodot pour les anglophones, plutôt EasyDiag Rongeur tout simplement pour les francophones. En quelques mots, c'est un outil de diagnostic génétique innovant qui permet, à partir d'excréments récoltés sur terrain, d'identifier 3 éléments. L'espèce qui a déposé les excréments, la présence ou l'absence de résistance génétique au traitement rodenticide à partir d'anticoagulants, et enfin, la présence ou l'absence de pathogènes dans ces excréments. Les 3 paramètres sont très importants pour faire un état des lieux spécifique du site à diagnostiquer. Donc quand on dit identification d'espèces, en fait on peut identifier jusqu'à 12 espèces de rongeurs ou de mammifères. Donc à la fois le rat brun, donc le Rattus norvegicus ou le rat d'égout. On peut également identifier le Rattus ratus, qui est le rat noir, ou encore même la souris commune, la Mus musculus, et bien d'autres espèces. Quand on parle de résistance, ça veut dire que l'espèce en question a un changement dans son ADN qu'on appelle mutation génétique. En fait, cette mutation le rend insensible, c'est-à-dire résistant au traitement anticoagulant. En fait, finalement, l'anticoagulant ne trouve plus sa place dans l'organisme de l'espèce. C'est notamment le cas des anticoagulants de première génération et certains de deuxième génération, comme la bromadiolone ou le diphénacone. Donc finalement, si on passe au 3e paramètre, qui sont donc les pathogènes, on est capable d'identifier jusqu'à 9 pathogènes au sein des excréments déposés par l'espèce. Donc des pathogènes bactériens type Campylobacter, Clostridium ou même Salmonelle, finalement des pathogènes d'intérêt sanitaire. Allez, venez par là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cet outil magique. Donc en fait, quand vous passez une commande chez EasyInnovation ou EasyTest, vous recevez cette enveloppe. Je vais donc vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur de cette enveloppe, on a une belle enveloppe plastique à l'intérieur de laquelle il y a un tube de prélèvement. Donc ce tube de prélèvement est composé de billes de silice qui servent à protéger l'échantillon quand il est prélevé de l'humidité. Nous avons également la paire de gants qui vous sert à faire le prélèvement sans vous souiller les mains. Vous avez également un petit formulaire qui sert à vous montrer comment faire le prélèvement, donc toutes les indications. Et sur ce formulaire, vous avez également tous les indices pour mettre donc, le lieu de prélèvement et différentes informations. Vous avez également dans cette petite enveloppe plastique une petite enveloppe à bulles dans laquelle il faudra joindre le tube de prélèvement ainsi que les informations du formulaire que vous renverrez au sein d'une adresse, donc chez EasyInnovation. On parlait d'ADN juste avant. En fait, un rongeur ou un mammifère, quand il fait ses excréments, il laisse de l'ADN. Les prélèvements doivent être le plus frais possible pour qu'en fait l'ADN puisse être analysable. Les excréments sont récoltés grâce au kit que je vous ai montré donc, juste avant. Donc vous avez tout le kit avec le tube de prélèvement, le formulaire, etc. Les excréments sont prélevés grâce au kit de prélèvement que je vous ai montré juste avant. Un exemple vous sera montré un peu plus tard dans la vidéo. Et une fois que les excréments ont été prélevés, c'est là que le laboratoire et la science entrent en jeu. Ces excréments prélevés sont envoyés au laboratoire pour suivre un processus d'analyse. Tout d'abord, on va chercher à sortir l'ADN de ces excréments pour pouvoir l'analyser. C'est ce qu'on appelle l'étape d'extraction. On va le purifier et l'amplifier, c'est-à-dire l'agrandir pour rendre l'analyse possible, car sinon l'ADN est trop petit pour être analysable. L'ensemble de ces techniques s'appelle la PCR quantitative. L'ADN amplifié
Il est comparé à des séquences connues de référence pour les 3 paramètres que l'on souhaite identifier, à savoir l'espèce, le statut de la résistance aux anticoagulants et enfin les pathogènes. Un résultat d'analyse des 3 paramètres et bien sûr une explication de ces résultats. Il faut compter environ 15 jours à 3 semaines à partir du moment où l'on a reçu les échantillons chez nous pour vous rendre un résultat. Une seule adresse de contact, contact@easydiagnostic.com. Bon voilà, petite vidéo explicative. Merci Lucille d'avoir réalisé cette vidéo. Allez, rapidement, rapidement, cet outil, comme disait Lucille, on est capable de faire la différence entre une douzaine d'espèces de rongeurs, voire potentiellement d'autres espèces qui sortiraient en dehors des rongeurs si vous vous amusez à essayer de nous mettre en difficulté. Rien entendu ce que disait Lucille. Ouais, bah, pas de souci. De toute façon, ce replay-là, on le mettra en ligne sur YouTube. Vous inquiétez pas, vous pourrez revoir le replay du webinar et la vidéo, elle sera en ligne aussi. Et puis de toute façon, comme disait Lucille, vous pouvez vous retrouver sur le site easypest.com ou Easy Diagnostic aussi. On vous donnera toutes les informations nécessaires sur cet outil-là. Donc 12 espèces, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on fait notamment la différence entre la souris commune et la souris Spretus. C'est un point important. Vous savez, ces toutes petites souris. Pourquoi c'est important de faire la différence? Parce que on a cette petite souris qui a un profil de résistance aux anticoagulants encore plus costaud que sa cousine, la grande souris. Donc c'est important en fonction de la souris, de la souris à laquelle vous avez affaire, de passer éventuellement avec de la bromadiolone diphénacum, ça passe bien sur la grande souris, et sur la petite, on est limite. Donc il faut passer avec du brodifacoum ou un anticoagulant un peu plus puissant. Et puis après, on fait la différence rat brun à noir, c'est important. Puis loir-léro. Pourquoi loir-léro? Parce que ce sont des espèces sans statut en France, mais qui sont des espèces protégées au niveau européen. Donc en fait, aujourd'hui, le piégeage du loir-léro est autorisé, mais la destruction de loir-léro par produits chimiques est interdite en France. Donc c'est important de le savoir.
En tout cas, si vous le faites, c'est important de savoir qu'il faut faire attention. Voilà, fouine martre. Ça, c'est important parce que vous allez dans les combles de gens qui vous disent « Oh là là, je dois avoir une fouine dans mes combles ». Eh bien, bon, c'est sûr que les fins connaisseurs font bien la différence entre une déjection de rat et une déjection de fouine, mais entre une fouine et une martre, ça ne vit pas forcément au même endroit, mais si vous vivez à la campagne, vous pouvez très bien avoir les deux. Et puis, entre une crotte de fouine et une crotte de chat, des fois, ce n'est pas si évident que ça non plus. Donc, en fait, dès qu'on cherche, eh ben, on a des incertitudes, on a des doutes. Donc, c'est important de faire le clair sur les espèces, et puis surtout de faire le clair aussi sur la résistance, puisque vous n'êtes pas sans savoir. Je veux dire, un certain nombre de gens qui nous disent en France qu'il n'y a pas de résistance. Vous verrez les résultats de la mairie de Paris. En France, on a de la résistance aux anticoagulants de première génération, coumaphène, coumatétralyl, chlorofascinone, et on a également de la résistance assez bien implantée chez le rat brun et chez la souris sur bromadiolone et difénacum. Seuls 3 anticoagulants aujourd'hui ne génèrent pas de résistance en France: flocoumaphène, difétialone, brodifacum. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez très bien avoir des échecs de traitement depuis longtemps, la bromadiolone, pas comprendre, vous avez de la consommation, pensez que c'est des rongeurs qui reviennent en permanence de l'extérieur, puis finalement vous nourrissez une population. Et si vous n'êtes pas capable de détecter ce qu'on appelle la mutation génétique, vous êtes incapable de savoir que c'est une mutation, une résistance à la bromadiolone. Alors bien souvent, vous avez le tact. Ceux qui font beaucoup de terrain, ils se disent « Oh là là, j'ai un problème, je vais changer de matière active ». Et effectivement, c'est la bonne méthode. Mais l'autre méthode, c'est de se dire on va généraliser le diagnostic, et puis régulièrement, je vais rentrer en rotation avec au sein même de mes anticoagulants, bromadiolone, brodifacum, et puis introduire une nouvelle molécule comme le cholécalciférol, les 2 APA, BSF et Bayer qui ont été lancés là, ou bien de l'alpha-chloralose chez la souris, puisque en fait, vous avez un non-anticoagulant chez la souris qui est l'alpha-chloralose, qui marche également très bien. Donc en fait, ça permet effectivement de savoir à quelle population on a affaire, et puis le pathogène, quoi. Quand vous voyez ce que ça a coûté à Lactalis, le fait d'avoir une salmonelle dans ces installations véhiculées par les rongeurs, s'ils l'avaient su au préalable en utilisant un diagnostic, ils auraient probablement pris les devants en termes de régulation des populations et auraient sauvé une partie de leur image et sauvé une partie de leurs économiques également, parce que salmonelle, c'est pas anodin. Donc on est capable de faire la différence, d'identifier des pathogènes comme Campylobacter clostridium, 2 grandes classes de pathogènes très impliquées dans les intoxications alimentaires, y compris en ville. Leptospirose, ça je vous laisse deviner ce que c'est. Leptospira interrogans, je vous en ai parlé. Listeria, Pseudomonas, salmonelle, qui sont des bactéries qu'on retrouve régulièrement dans la nourriture et donc qui sont régulièrement disséminées par les rongeurs et par les insectes. Donc, voilà la résistance. Je vous montre simplement pour vous montrer, le brown rat, c'est rat brun, et house mouse, c'est la souris. Vous voyez que là où c'est vert, il n'y a pas de résistance, là où c'est rouge, on a de la résistance. Donc ça veut dire que potentiellement, quand vous êtes face à des populations de rongeurs commensaux, vous pouvez très bien être face à des rongeurs qui sont résistants. Et donc, dans ce cas-là, utiliser du brodifacum, du flocoumaphène ou de la difétialone. Mais pour pouvoir faire ça, il faut le savoir. Donc, finalement, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est rien de plus, c'est rien de moins qu'un nouvel outil dans la boîte à outils, qui va vous proposer aussi plein d'autres outils pour pouvoir suivre vos populations, des plaques de glu, du piège multicapture, du piège monocapture, mais aussi des caméras, des pièges connectés, des pièges multicapture connectés, des pièges monocapture connectés qui vous permettent de dissocier le diagnostic de l'intervention. Et en fait, aujourd'hui, vous mettre ça entre les mains, c'est potentiellement vous aider à valoriser votre acte de diagnostic si toutefois derrière, il n'y a pas d'intervention pour réguler. Et donc, on voit bien effectivement que l'enjeu dans notre profession demain, c'est de savoir vendre du diagnostic sans forcément vendre une intervention immédiatement derrière. Aujourd'hui, on voit bien que ça marche plutôt bien pour la punaise. Détection canine, intervention. Et souvent, ce n'est pas les mêmes sociétés qui interviennent. Donc, on voit bien que sur des espèces très oppressantes comme la punaise des lits, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que pour les rongeurs, on ne sache pas demain vendre du diagnostic et dire non, ce n'est pas la bonne espèce, donc on n'interviendra pas parce que c'est du mulot. Il peut y avoir de temps en temps des intrusions. On va vous proposer de travailler sur l'herméticité de votre bâtiment, mais on ne va pas intervenir avec des produits chimiques parce que l'espèce n'en vaut pas la peine. C'est vraiment l'objectif. C'est le raisonnement qui permettra de distinguer diagnostic et traitement. Et donc, vous voyez, cet outil-là, on l'a utilisé à Paris. On nous disait qu'à Paris, les rongeurs ne portaient pas de pathogènes et puis n'étaient pas résistants. Et donc, vous regardez en bas à droite, Total. Premier Total qui est de 40
40%, c'est le nombre de rongeurs identifiés résistants à la bromadionone. Donc dans 40% des cas, vous voyez de la consommation et ça ne fait rien, ça n'est pas efficace. Et dans 30% des cas, les déjections sur lesquelles on a travaillé contenaient des pathogènes qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme et des intoxications alimentaires. Donc ça veut dire que c'est à la fois pas rien et à la fois statistiquement viable. En fait, cet outil, quand il y a des pathogènes, on les découvre, et quand il y a de la résistance, on arrive à la caractériser et on arrive à dire à quoi les rongeurs sont résistants. Donc, en fait, cet outil-là, il peut être très puissant. C'est un juge de paix. C'est pas vous, c'est pas votre client, c'est un outil extérieur qui vient apporter un diagnostic et qui vous permet, vous, de construire un rationnel client derrière pour pouvoir vendre vos interventions derrière, et qui permet aussi de crédibiliser votre étape de diagnostic, de la tangibiliser, et de ne pas forcément être obligé d'avoir une intervention de contrôle pour pouvoir facturer un client et pour pouvoir facturer votre savoir-faire et votre savoir. Donc en fait, on en revient, cet outil-là, il permet, une fois de plus, comme tous les autres outils qui sont mis à votre disposition, de passer du pest control au pest management. Et donc, manager, ce n'est pas forcément contrôler. Manager, c'est aussi faire confiance. Hein. Je ne vous apprends rien en entreprise. Manager, c'est aussi parfois ne pas contrôler ses collaborateurs. Eh bien, c'est la même chose dans le pest control ou dans le pest management. Gérer une population de rongeurs, ce n'est pas forcément mettre des produits chimiques en place. C'est de savoir quels sont les rongeurs, est-ce qu'ils représentent une problématique sanitaire, et si oui, comment je m'y prends pour les réguler. Si je n'ai pas ces 3 piliers réunis, eh bien, je peux conseiller des opérations d'herméticité sur le site sans avoir forcément à intervenir en tant que contrôleur. Ça veut dire que dans ce cas-là, j'arrive à valoriser, y compris économiquement, mon étape de diagnostic. Et donc, effectivement, on voit bien, hein, le PCO, vous voyez, il est concentré à droite. Le PCO, il a une boîte avec des gants bleus et des blocs rouges, extrudés, avec du Brodifacum, 50 ppm parce que ça tape plus que le 25. Bon, ok, très bien. Aujourd'hui, on a malheureusement trop de professionnels qui sont encore concentrés sur le contrôle. Là où on se propose demain, l'évolution, la montée en puissance de notre métier, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est de contribuer à ça. C'est de faire en sorte que le technicien soit un pest manager et pas un pest control. Qu'il apprenne, qu'il se forme, qu'il utilise des outils qui lui permettent de faire un bon diagnostic, une bonne surveillance, la fixation de seuils acceptables au-delà desquels il va déclencher un contrôle, en accord avec son client. Et là, on est pleinement dans notre rôle de pest manager et non pas de pest controller. Voilà. J'en ai fini. Si vous voulez des infos sur le diagnostic, c'est contact@easydiagnostic.com. Sinon, c'est le site easypest.com ou formation@easypest.com. On sera ravis de collaborer avec vous. C'est pas, vous savez, je parle pas de prix parce que c'est un autre sujet. C'est des outils très innovants qui n'ont pas forcément encore trouvé leur marché comme ils l'ont trouvé dans les analyses médicales ou autres. C'est des produits sur lesquels la marge n'est pas énorme. Hein, et on ne développe pas ça pour faire de la marge, on développe ça parce que pour nous, c'est essentiel qu'on soit une profession qui sache aller chercher les outils technologiques déjà adaptés dans d'autres professions pour faire monter en puissance, pour faire monter en crédibilité la puissance du diagnostic que demain un professionnel doit être capable de faire sur le terrain. Voilà. Ça, c'est vraiment notre volonté, c'est vraiment notre mission, c'est de dire, OK, les produits biocides, c'est bien, ça sert à contrôler, mais aujourd'hui, on ne vous attend pas que dans le contrôle. Et encore plus demain, on vous attendra dans la connaissance, la formation, le diagnostic, les conseils à vos clients, et ça, il faudra le facturer. Donc nous, notre métier, c'est de vous mettre entre les mains des outils qui vous permettent d'être crédibles vis-à-vis de votre client et d'être dans une étape de valorisation de votre savoir et de valorisation de vos actions sans forcément avoir à ouvrir un saut de bloc ou à sortir un pulvé de la bagnole. Voilà. Je vous remercie. 15 jours peut-il être raccourci ? Ouais, alors, ouais, il peut être raccourci en fonction des volumes parce que, en fait, on a un énorme coût dès qu'on met notre machine en route. Donc, si on met notre machine en route, il faut qu'on la mette en route pour plusieurs échantillons, c'est-à-dire plus de 10, quoi. À moins de 10 échantillons, on investit avec vous. Voilà. Mais bon, après, ça fait aussi partie de notre job. Voilà. Ça fait aussi partie de notre métier, de notre passion. Donc, on se débrouillera. N'hésitez pas si vous avez des questions. On reste flexible quand même. Bien, Lucille. Oui, on reste flexible.
Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Pas simple de rendre un sujet comme ça très simple, hein, parce que vous voyez qu'on est, sur les mêmes technologies que vous voyez dans les experts à la télé le samedi soir. Donc voilà, mais à votre dispo si vous avez besoin, d'infos ou autre quoi. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse ensemble aller chercher encore plus de crédit dans nos étapes de diagnostic qu'on fait sur le terrain. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup. J'étais ravi de vous retrouver. Prochain webinaire, on n'a pas encore fixé encore le sujet, donc n'hésitez pas également si vous avez des idées de sujets, on est preneur. On pensait faire éventuellement un webinaire sur les fourmis, on n'a jamais fait. On pensait éventuellement faire un webinaire aussi sur la gestion des déchets en activité 3D, parce que ça c'est pareil, il y a beaucoup de croyances, mais finalement, qu'est-ce que nous dit le réglementaire sur les déchets? Donc on pense qu'on va essayer de faire un mix un peu de tout ça, mais si vous avez des idées, allez-y, hein. Nous on est preneurs, et puis on se prêtera à l'exercice de faire une présentation assez concentrée, 45 minutes, 1 heure, sur ces sujets-là. Voilà. Super. Bon, super, vous retrouverez le replay. Je pense que Lucille va gérer la mise en ligne de la vidéo et la mise en ligne du replay. N'hésitez pas à revenir vers nous, à échanger, ça fait toujours plaisir. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur ce que vous voulez, mais on est preneur. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas. On est à votre dispo. Vous trouverez toujours le moyen de nous contacter. Et on vous souhaite une belle soirée. À bientôt.